Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Mais que fait l'Agence française de développement dans cette galère ? L'AFD se rend-elle complice d'un cas d'accaparement de terres en République démocratique du Congo ? C'est en tout cas, hélas, la crainte de nombreuses ONG françaises et internationales. Pour en parler, je reçois Maureen Joran, responsable de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire, en charge justement de ce dossier. Bonjour Maureen Joran. Bonjour. Je plante très rapidement le décor. Nous sommes en 2008, un certain nombre d'États créent l'Africa Agriculture Fund, donc un fonds d'investissement, lequel donc va investir en 2012 dans le capital d'une entreprise qui s'appelle Feronia, qui est une entreprise cotée à la bourse au Canada. Et ce problème, c'est justement le problème de Feronia qui est présente dans les anciennes terres d'Unilever au Congo, qui donc exploite l'huile de palme. Et vous avez, les ONG, plus généralement, publié 2 rapports, un en 2015 et l'autre en 2016, où vous êtes assez sévère sur Feronia. Oui, c'est un investissement qui aujourd'hui pose beaucoup de questions. Pour montrer l'ampleur de l'investissement, c'est de 100 000 hectares qu'on parle, dans 3 concessions, dans 3 plantations dans les provinces orientales et de l'Équateur en République démocratique du Congo. Et c'est donc des milliers de personnes qui vivent sur ces terres ou à proximité de ces terres et qui sont directement impactées aujourd'hui par l'activité de l'entreprise. Donc, vous l'avez dit, ça concerne une région en particulier, en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle la région de l'Équateur, même s'ils sont présents ailleurs. C'est l'une des régions, hélas, les plus pauvres de la RDC. Je crois qu'il y a 94% de pauvreté. Oui, c'est une région où les questions de pauvreté sont aujourd'hui extrêmement présentes. On parle de pauvreté, c'est donc les difficultés d'accès à l'alimentation, à la santé, à l'éducation. Et donc, en effet, il paraît logique que des agences dites de développement souhaitent investir dans ce type de région. Maintenant, on se pose la question de est-ce que c'est ce projet-là, cette entreprise-là, qu'il fallait aider pour aider les populations locales ? Alors, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à Feronia ? Alors tout d'abord, ce n'est pas nous qui reprochons des choses à Feronia. Nous, on se fait écho et le porte-voix de communautés qui se mobilisent depuis de nombreuses années, depuis les reprises de l'activité par Feronia en 2012, pour contester tout d'abord l'ensemble de l'empreinte foncière, j'ai envie de dire, de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des terres qu'elle possède. Les entreprises estiment qu'une partie des terres devrait leur revenir et elles demandent à Feronia d'apporter la preuve de certificat finalement d'obtention d'exploitation de ces terres, preuve que l'on a toujours des difficultés à avoir aujourd'hui. Par ailleurs, les communautés contestent aussi les conditions de travail dans lesquelles se font les conditions de l'exploitation de l'huile de palme dans ces plantations. On parle de salaires très bas, voire versés avec énormément de retard, parfois en nature, même pas de manière financière. Et je crois que vous dites qu'ils sont payés en savon. Parfois, ils sont payés par ce qu'on appelle le colis Marsafco, qui est en fait un colis avec de l'huile de palme raffinée et du savon, à défaut d'avoir un vrai salaire. Et également, ce que cela entraîne, c'est finalement des endettements de ces ouvriers sur les plantations qui, en attente de leur salaire et en attente d'avoir des moyens financiers, sont obligés de s'endetter pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, première chose, Feronia, cette entreprise, je disais, cotée à la bourse au Canada, l'un de vos premiers rapports disait qu'il y avait un montage financier plutôt opaque. Alors dès le début, dès 2012, dès le financement par les agences de développement, on aurait dû être alerté par le montage financier de cette entreprise qui était bien sûr cotée à la bourse de Toronto à partir de 2010, mais qui en fait était gérée par une holding basée dans les îles Caïmans. Donc, les îles Caïmans, on était en plus en plein débat sur les paradis fiscaux, donc c'est déjà interpellant de ce fonctionnement-là. Autre chose que je voudrais noter, c'est qu'à l'entrée en bourse de cette entreprise à Toronto, on était à environ $4 à l'action. En 2012-2013, au moment où les agences de développement décident d'investir, on est à moins de $1 l'action. Ah oui. Donc on voit que c'est une entreprise qui peut-être aussi pose question en termes d'efficacité dans les investissements qu'elle décide de mener. Aujourd'hui, suite à des nouveaux investissements d'agences de développement, la filiale dans les îles Caïmans a été fermée et une nouvelle a été ouverte en Belgique. Donc on a en fait plusieurs filiales aujourd'hui autour de Feronia, en Belgique, au Royaume-Uni, au Congo, et qui là se font des facturations entre
elles. Donc là-dessus, on manque d'informations. Il y a une certaine opacité par rapport aux services qu'elles disent se facturer. Et c'est quelque chose sur lequel on estime que les agences de développement devraient se renseigner et avoir un petit peu plus d'intérêt. Vous avez raison de dire les agences de développement, parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'Agence française de développement. Non, alors il y a en effet ce fonds pour l'agriculture africaine, AAF, auquel participe l'Agence française de développement, mais par exemple aussi l'agence espagnole ou la Commission européenne. Les Anglais, via la CDC, donc qui est leur institution de développement, participent également à Feronia, à hauteur environ de 40 millions d'euros. Et un prêt a été accordé par les agences belges et des Pays-Bas très récemment pour pratiquement 50 millions d'euros. Donc en tout, on est à plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. D'argent public. D'argent qui ont été soit via destinés des prêts, normalement soit par des prises de participation données à cette entreprise par des agences de développement. Est-ce qu'on sait en fait à qui appartiennent ces terres? Parce que je le disais au début, c'était des terres qui appartenaient à Unilever, une multinationale, mais on ne sait pas en fait. Elles n'ont pas été bornées, ces terres. Alors c'est tout le problème de cette histoire et c'est toute l'attention qu'il faut avoir quand on veut faire des investissements dans ce type de territoire, parce qu'on peut même revenir à l'époque de la colonisation. En 1911, c'est vraiment de là où ont été faites les premières plantations sur des terres qui avaient été prises clairement aux populations locales. Puis ça a été repris par une entreprise. Et aujourd'hui, les populations posent finalement cette question: à qui sont ces terres? Nous n'avons jamais donné notre accord pour l'exploitation d'une partie de ces terres. L'entreprise n'est pas en capacité de montrer un certificat d'obtention de titre d'exploitation pour l'ensemble des terres qu'aujourd'hui elle dit avoir en sa possession. Donc finalement, la première question devrait être là, et c'est celle à résoudre avant même de vouloir aller à une course au bornage de ces plantations très rapides. Et c'est ça qu'on connaît aujourd'hui. Alors Maureen Durand, il existe des documents, mais c'est bizarre, ces documents existent à Londres et non pas en RDC. Alors déjà, ces documents existent et c'est peut-être la première bonne nouvelle qu'on a eue ces derniers mois, parce que ces documents, on en fait la demande depuis 2012-2013. Les premiers courriers des communautés qui ont été à la province, puis directement à la présidence de la République au Congo, datent de 2012-2013 pour demander l'accès à ces documents. Une commission parlementaire au Congo a voulu aller voir dans les registres cadastraux et n'a pas eu accès à ces documents, ils n'y sont pas. Et suite à notre deuxième publication de rapport, l'entreprise Feronia a annoncé qu'elle tenait à disposition la consultation de ces documents dans ses bureaux à Londres. Donc c'était un premier étonnement, mais donc nos alliés anglais, Warren Mond, sont allés dans les bureaux de Feronia pour prendre connaissance de ces documents, avec là une situation qui est tout à fait interpellante pour nous. Il faut encore qu'on continue à étudier ces documents, mais des documents soit très très anciens, soit des documents très récents de 2015-2016, et donc continuer à se poser la question: que s'est-il passé entre 2012 et 2015? Quel était le statut de ces terres et comment étaient obtenus les documents récents, puisque les communautés n'ont pas été consultées, ce qui fait partie des règles aujourd'hui, notamment pour les agences de développement. Alors vous parlez des communautés, je sais qu'il y a eu des réunions très récemment et qu'il y a des problèmes de sécurité, puisqu'il y a une pression très forte exercée sur ces communautés. Elles ont difficilement la possibilité de se plaindre et il y a des pressions très claires dessus. Il y a un vrai problème de sécurité. Alors c'est en effet une situation qui est en plus très tendue sur le terrain. Donc il faut voir que ces plantations sont très difficiles d'accès et éloignées de la capitale. Donc déjà c'est une situation géographique qui est un peu isolée. On est face à des communautés donc par ailleurs qui font face aux pressions de l'entreprise pour signer des documents ou pour ne pas se manifester. Donc ça c'est aussi quelque chose qui nous alerte et qui montre qu'il faut donner la parole à ces communautés et les mettre dans des situations de sécurité. Les agences de développement nous ont annoncé que l'entreprise voulait mettre en place un mécanisme de plainte en son sein. Nous, on se questionne sur la capacité de population de faire recours à ce type de mécanisme quand il est géré par l'entreprise qui est celle qui fait pression sur elle. Alors, j'avais invité l'AFD, l'Agence française de développement, à participer à ce débat. Ils n'ont pas pu venir. En revanche, ils m'ont envoyé un mail dans lequel ils reconnaissent suivre régulièrement et de près la situation. Ils précisent que Feronia a encore une importante marge de progression, que la situation avance, certes trop lentement, et que des points d'amélioration sont à noter. Alors, on est très content de partager le constat, le fait qu'il y a des problèmes sur le terrain et que tant sur l'aspect foncier que sur les conditions de travail, les agences de développement reconnaissent que l'entreprise pose question aujourd'hui. Nous, ce qui nous interpelle, c'est que c'est des choses que nos organisations portent depuis 2012 puis 2015 et pourtant, un nouveau financement a été accordé en décembre 2016. Vous avez été reçu par l'AFD? Oui, on a été reçu très récemment par l'AFD au début de l'année 2017 et on a pu échanger sur
sur ces points. Ce que nous disent, c'est que face à cette situation dont ils reconnaissent les limites, ils ont demandé à l'entreprise de mettre en place un plan d'action, estimant qu'elle a en effet une marge de progression. Donc à partir de quand on estime qu'une entreprise est bénéfique pour le développement et comment évalue-t-on une marge de progression? C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de réponse aujourd'hui. En tout cas, voilà, ils ont remis au pot, tant au niveau de l'agence anglaise que du fonds AAF. Et ça doit nous interpeller sur finalement quelles sont les limites et à partir de quand les agences enlèvent leur financement si elles constatent que l'investissement sur le terrain a des impacts négatifs. Maureen Joran, qu'est-ce que vous réclamez? Une enquête internationale? Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une enquête indépendante, parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est que les communautés n'ont jamais été écoutées par les bailleurs de fonds aujourd'hui, par les agences de développement. C'est l'entreprise qui fait des reportings réguliers auprès du fonds AAF qui lui-même, après, informe les bailleurs de fonds. Donc finalement, on parle souvent de ce type de projet des bénéficiaires. Aujourd'hui, ces populations n'ont jamais été écoutées, auditionnées pour pouvoir savoir comment elles vivent réellement cet investissement. Donc ça, c'est vraiment la première condition. Une enquête indépendante, financée par les bailleurs de développement, pour être sûr que la voix des populations soit prise en compte et que leurs demandes, finalement, soient prises en compte dans le processus qui pourrait se mettre en place. Merci beaucoup, Maureen Joran, pour vos réponses. Évidemment, ici à France 24, nous allons suivre de très près ce dossier. Pour l'heure, l'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site france24.com. Au revoir.